Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adaptateur et à travers, le podcast qui ne voulait pas choisir entre littérature et cinéma, alors on a choisi les deux en même temps. Aujourd'hui je reviens sur la plus connue des sagas suédoises avec la trilogie Millennium, écrite par Stieg Larsson et réalisée par Nils Ardanoplev et Daniel Alfredson. Je ne parlerai pas ici de la suite des livres, Ce qui ne me tue pas, La fille qui rendait coup pour coup, parce que je ne les ai ni lus ni vus et que je m'y refuse. Et donc c'est parti pour le résumé. Millennium tome 1, L'homme qui n'aimait pas les femmes, nous présente les personnages qu'on va suivre au fil des 3 tomes. Donc Mikael Blomkvist, journaliste à Millennium, qui est ici dans une tourmente judiciaire car il a sorti un numéro pour dévoiler des informations compromettantes sur un riche homme d'affaires, Erik Wennerström. Mais c'est une information qui s'avère fausse. Et donc Wennerström porte plainte pour diffamation. Et le livre s'ouvre sur ce procès que Blomkvist vient de perdre. Donc il est condamné à une amende et à une petite peine de prison. Nous découvrons ensuite Lisbeth Salander, la vraie héroïne de la saga, qui bosse dans une entreprise de surveillance / renseignement, officiellement en tant que secrétaire, mais qui fait preuve d'un grand sens d'analyse et de recherche, et c'est vraiment son taf. Donc elle est payée pour mener les enquêtes pour les clients de sa société. Elle va enquêter sur Blomkvist à la demande d'un chef d'entreprise vieillissant du nord du pays. Je crois qu'on nous dit que c'est au nord, car il a une affaire à lui confier. Depuis la mort de sa nièce il y a plusieurs années, tous les ans à son anniversaire, ce vieil homme reçoit par la poste un cadre avec une fleur différente. Donc c'est bientôt la fin de sa vie et Erik Wenger veut comprendre ce mystère qui le hante depuis tout ce temps. On apprend aussi que Lisbeth est sous tutelle, et on l'apprend lorsque son ancien tuteur est victime d'une attaque cérébrale et qu'un nouveau tuteur lui est attribué. Ce nouveau tuteur c'est Nils Björkman, dont on apprendra bientôt que le titre du livre lui est en partie dédié, car au cours du livre, il va violer Lisbeth à 2 reprises. Lorsqu'elle lui demande de l'argent ou juste de faire son travail de tuteur correctement, il exige des services sexuels en échange. Il ne manquerait plus qu'elle demande un appartement à Darmanin, ce serait pareil. On remarque vite cependant que Lisbeth n'est pas du tout du genre à se laisser faire, et si on ne sait pas tout de suite pourquoi elle est sous tutelle, ni pourquoi elle a passé un certain nombre d'années dans un hôpital psychiatrique, on comprend qu'il ne faut pas l'emmerder. Elle va mettre au point une stratégie de vengeance envers Björkman, qui est un moment assez jouissif, parce qu'on a beaucoup d'empathie, je trouve, pour Lisbeth, et Enfin voilà, ce que Björkman lui fait vivre, c'est vraiment inhumain, et quand elle arrive pour enfin se venger, il y a un petit moment de jubilation, où on se dit « Ah yes, ça y est, you go girl, tu reprends le pouvoir et tu vas te venger ». À un moment, elle perd son ordinateur, alors que c'est son principal outil de travail. Donc dans le film, c'est à cause d'une agression dans les couloirs du métro, et dans le livre, c'est vraiment juste c'est un bête accident, voilà. Elle pose son sac pour ramasser quelque chose ou refaire un lacet, et une voiture roule sur son sac en se garant. Donc, c'est pas tout à fait la même histoire, mais ça nous permet dans le livre de montrer qu'en fait, c'est quelqu'un d'assez violent, qui n'hésite pas à se défendre et à faire fuir ses agresseurs, parce qu'il considère très vite que « Ah là là, mon Dieu, une femme qui veut se défendre, qui ne se laisse pas agresser, elle est folle !» Et donc, comme elle n'a plus d'ordinateur et qu'elle en a besoin pour travailler, c'est l'occasion pour l'auteur de nous introduire Plague, qui est un de ses amis hackers, qui, s'il n'est pas davantage présent, en fait, on le voit très très peu, mais il va avoir quand même une grande importance au fil de la saga. Il va apparaître sporadiquement ici et là, quand Lisbeth aura des petits services à lui demander. Lisbeth et Mikael vont se rencontrer parce que Mikael demande de l'aide à la personne qui l'emploie, parce qu'il n'arrive pas à avancer sur les recherches qu'il doit faire. Et du coup, Wenger demande à la société qui a fait faire des recherches, à qui il a fait faire les recherches, s'il n'a pas quelqu'un à lui proposer. Et du coup, c'est Lisbeth qui arrive. Et du coup, Mikael découvre à cette occasion qu'une enquête a été faite sur lui. Et il n'est pas très content parce que du coup, il se rend compte que Lisbeth a vraiment infiltré toute sa vie, a infiltré tous ses dossiers d'ordinateur. Le respect de la vie privée est quand même quelque chose auquel il tient, et il se rend compte que Lisbeth, pas du tout. Les 2 intrigues se déroulent de manière assez similaire dans le livre et dans le film. Même si dans le film, on parle pas du tout de la famille ou de la fille, notamment de Mikael Blomkvist, alors qu'elle va apporter un éclairage nécessaire dans le livre. Du coup, c'est un éclairage qui sera apporté ici par Lisbeth. La famille Wenger a bien des choses à cacher, et il découvre qu'Harriet est morte car elle avait découvert tout un tas de meurtres rituels dans la région, des meurtres antisémites en lien avec des passages de la Bible commis par son père et son frère avant que celui-ci ne meure. Mais Harriet est-elle vraiment morte, ou a-t-elle juste réussi à s'enfuir en se faisant disparaître pour que la famille ne la retrouve pas ? Avec l'aide de Lisbeth et de Plague, Mikael va retrouver la trace d'Harriet en Australie et lui expliquer que Henrik pense que c'est son meurtrier qui le torture depuis toutes ces années, alors qu'elle pensait, en lui envoyant ses fleurs tous les ans pour son anniversaire, qu'il comprendrait qu'elle était encore en vie, et que c'était un message d'espoir en fait qu'elle lui envoyait, et Henrik Wenger, lui, pense vraiment que c'est tout le contraire et qu'on le torture
À la fin, tout est bien qui finit bien. Harriet retourne en Suède, là où elle n'a pas mis les pieds depuis 40 ans, et rend visite à son grand-père, à qui elle finit par tout expliquer. Et donc l'enquête de Michael Blomqvist est terminée. Il peut donc aller en prison, purger sa peine. Il a 3 mois de prison, je crois. Donc dans le livre, la prison fait partie de l'enquête puisqu'il continue d'enquêter en étant en prison, puisqu'il part en prison alors qu'il est en train de mener l'enquête, alors que dans le film, ça attend vraiment la fin de l'enquête. Lisbeth part à Gibraltar après avoir fourni à Michael toutes les preuves dont il a besoin pour faire tomber Wennerstrom, car les informations qu'on lui avait données n'étaient pas fausses. C'est juste que voilà, il y a eu un jeu de manipulation entre la source et Wennerstrom, mais voilà, les informations étaient vraies. Il y a bien eu tout plein de détournements d'argent et de comptes frauduleux. Donc Lisbeth donne tout à Michael pour qu'il puisse un petit peu laver son honneur et préparer un numéro spécial de Millennium. Et donc dans le livre, on va suivre toute une partie où le journal est en effervescence totale. C'est très absent du film, hein. On verra au cours des 3 tomes que vraiment la vie du journal, c'est quelque chose qui a été très peu mis en image. Et je trouve que c'est dommage. Mais... Donc pendant ce temps, Lisbeth fait du ménage dans les comptes de Wennerstrom, maintenant qu'elle a réussi à tout infiltrer. Et elle s'assure une petite rente de quoi survivre quelques temps, en détournant effectivement plusieurs millions. Une fois le numéro de Millennium sorti, plutôt que d'assumer ses actes et un éventuel passage devant la justice, Wennerstrom se suicide. Et sur les caméras de surveillance de l'hôtel qui sont diffusées dans le journal télévisé, on voit une femme qui ressemble beaucoup à Lisbeth sur les caméras de surveillance de son hôtel. C'est qui fait beaucoup sourire Michael, parce que ça fait un petit moment qu'ils se sont pas vus. En fait, Lisbeth refuse de lui adresser la parole. Parce que même si on nous montre que c'est quelqu'un de très froid, de très distant, qui a beaucoup de mal à se lier, bizarrement, avec Michael Blomqvist, le courant passe assez bien et assez rapide. Et elle va développer des sentiments envers lui. Et elle va être très jalouse de le surprendre avec sa collègue Erika. Parce que voilà, Michael et Erika se côtoient depuis des années et des années. Ils sont amants depuis des années et des années sans que le mari d'Erika trouve quelque chose à y redire. Voilà, c'est leur mode de fonctionnement. Michael a plusieurs partenaires et quand Lisbeth les surprend, elle le vit vraiment très mal et du coup elle décide de couper les ponts avec Michael. Dans le 2e tome, nous retrouvons Lisbeth qui utilise les millions qu'elle a volés à Wennerstrom pour faire le tour du monde. Voilà, prendre des vacances bien méritées. Pendant que Michael poursuit sa petite vie, même s'il s'inquiète un petit peu de ne pas avoir de nouvelles, voilà, il essaie de fureter à droite à gauche, mais il n'a pas son talent pour retrouver la vie des gens. Et donc voilà, il sait qu'elle est possiblement liée au décès de Wennerstrom, mais il ne sait pas exactement où elle est, ce qu'elle fait. Voilà, son appartement ne semble plus habité, donc il est vraiment un petit peu perdu, donc il essaie de continuer sa vie malgré tout. On retrouve aussi Niels Bjorman qui pense qu'il peut échapper à Lisbeth et prévoit une intervention pour faire retirer le tatouage qu'elle lui a fait dans le précédent volet. Mais Lisbeth revient en Suède quand elle découvre cet échange de mails et elle vient lui expliquer que c'est une mauvaise idée. Alors le menaçant une fois de plus de faire pire. Là, elle lui dit « Oui, le tatouage est sur ton ventre. Si tu recontactes cette clinique, le tatouage, ce sera sur ton front. » Bjorman prévoit donc de se venger et de la faire tuer en utilisant les contacts qu'il trouve dans son dossier médical. Parce que du coup, comme c'est son tuteur, il a accès à son dossier médical et on verra après que c'est lié, en fait, que voilà, c'est pas pour rien que c'est Bjorman qui a été mis sur le dossier de Lisbeth. Lisbeth qui donc est revenue à Stockholm et décide de s'acheter un luxueux appartement où elle pourra disparaître du coup puisque personne connaîtra l'adresse. Elle le fait acheter au nom de sa société, donc vraiment c'est transparent. Les gens qui la recherchent normalement ne pourront pas la trouver. Et du coup, elle va prêter son ancien appartement à Mimi, qui est pas vraiment sa petite amie, parce qu'elle se voit vraiment que très peu, très sporadiquement là encore. Mais on sent que c'est vraiment quelqu'un en qui elle a confiance, et que comme elle n'a pas confiance en grand monde, c'est une personne très importante, Mimi. Et donc elle lui prête son appartement en échange d'un service de conciergerie, de courrier, voilà, parce que ça reste son adresse officielle. Donc tout le courrier va arriver là, et voilà, c'est juste pour que les gens qui la cherchent ne puissent pas la retrouver. Parallèlement à ça, on suit la rédaction de Millennium qui voit arriver Dak, un nouveau journaliste qui prépare un sujet sur le trafic de femmes. C'est une enquête qu'il mène conjointement avec Mia, sa copine, qui utilise ce sujet pour ses études. En fait, elle fait sa thèse dessus. On voit aussi Harriet qui s'est réinstallée définitivement en Suède, donc qui a quitté l'Australie et qui siège au conseil d'administration de Millennium et qui entretient une relation avec Michael Blomqvist. L'enquête de Dag le mène sur des noms qu'on a déjà vus lors de l'intrigue avec Bjorman et on comprend vite que Lisbeth va à nouveau être mêlée à ça, puisqu'elle voit on voit passer le nom de Zala, donc qui est un contact que Bjorman a eu dans le dossier de Lisbeth. Et quand
Et donc Lisbeth qui continue de fouiner un petit peu sur l'ordinateur de Michael pour voir ce qu'il fait, parce que voilà, elle a coupé les ponts avec lui, mais pas totalement, elle veut quand même savoir s'il va bien. Elle infiltre aussi l'ordinateur de Dag, et du coup elle voit le nom de Zala qui revient plusieurs fois et qui semble réveiller des traumatismes chez elle. Et même si nous on comprend pas tout de suite pourquoi, on se doute que ça fait lien avec son passé. Donc elle décide d'aller voir Dag et Mia chez eux pour leur demander des explications sur ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils savent. Et le soir même, les deux amoureux sont retrouvés morts juste après le passage de Lisbeth. Donc Lisbeth est rapidement soupçonnée puisqu'elle a été vue, elle a été repérée. Il y a son portrait robot qui circule dans tous les journaux télévisés en disant qu'elle est recherchée pour double homicide. Et donc Michael Blomqvist et Armanski, son patron, dans l'ancienne société où elle faisait des recherches, tentent de l'aider mais ils ne savent pas où elle est cachée. Donc voilà, ils sont convaincus qu'elle est innocente et ils essaient de lancer un petit peu des pistes, des messages en lui disant écoute, on va laisser des choses sur nos ordinateurs comme elle va probablement les infiltrer, qu'elle sache qu'on la croit innocente et qu'on est prêt à l'aider s'il y a besoin. Et donc Michael va se mettre sur la piste de Zala puisque Dag lui en avait beaucoup parlé en disant que le dernier point qu'il devait dénouer dans son enquête, c'était ça, qu'il devait tout vérifier, mais que c'était ça et que c'était vraiment bien plus gros que ce qu'on pensait. Donc Michael va se mettre à enquêter dessus. Mimi est kidnappée devant son appartement alors qu'elle rentre chez elle pour être interrogée et torturée par un géant blond que l'on a déjà croisé à plusieurs reprises dans le livre et qui est vraiment juste présenté comme ça. Voilà, c'est un géant blond, c'est quelqu'un qui est très grand, très fort et très insensible à la douleur. Lisbeth se rend dans la maison de campagne de Burman pour chercher le dossier qu'il a sur elle, puisqu'elle sait que le dossier est dans sa maison de campagne. Et quand elle arrive, Burman est mort. Et on apprend aussi que l'arme qui a tué Dag et Mia, en fait, appartenait à Burman. Donc voilà, on se rend vraiment compte que tout est lié et que les ennuis commencent pour Lisbeth. Donc Michael va aller à l'hôpital voir l'ancien tuteur de Lisbeth, après... qui se remet tranquillement de son attaque cérébrale, qui se remet comme il peut. Et donc c'est lui qui explique à Michael qui est Zala. En fait, donc on apprend que c'est le père de Lisbeth, qui, à force de taper sur sa mère, lui a causé des dommages cérébraux irréversibles. Et pour la venger, Lisbeth l'a aspergé d'essence et y a mis le feu lorsqu'elle avait 12 ans. Donc voilà, on avait eu des flashbacks dans le premier et au début du deuxième film sur justement une petite fille qui va voir quelqu'un dans une voiture, qui l'asperge d'essence et qui y met le feu. Et donc là, voilà, on fait le lien, on sait que c'est Lisbeth quand elle a mis le feu à son père et que c'est pour ça qu'elle a été mise sous tutelle et internée de nombreuses années. Lisbeth envoie un message d'adieu à Michael elle lui laisse une note d'adieu sur son PC en disant merci d'avoir été mon ami, mais voilà, en gros, je vais me jeter dans la gueule du loup, ne cherche pas à me sauver. Mais évidemment, Michael va se mettre à la chercher. Par un heureux hasard de circonstances, il va même réussir à trouver l'adresse de son nouvel appartement, qu'elle avait pourtant maintenu caché, peut-être, ou peut-être que c'était volontaire que Michael trouve l'adresse, et du coup il va s'y installer parce que Michael se sait surveiller, parce que justement voilà, à force de gratter sur le nom de Zala et tout, ça a réveillé plein de choses, plein de gens, plein de cellules obscures, donc voilà, il est potentiellement en danger, donc il s'installe chez Lisbeth pour être plus à l'abri. Donc Lisbeth arrive à la source de ses problèmes, donc chez son père, où l'attend aussi le géant blond, que l'on découvre être son frère. Donc bien que son père ait été beaucoup amoché lorsqu'elle lui a mis le feu, il reste encore suffisamment en forme pour bien amocher sa fille, avec l'aide de Niederman, son frère. Et donc le tome 2 se termine sur Lisbeth qui est très amochée, qui a été enterrée vivante, mais qui a réussi à ressortir, bien qu'elle ait plusieurs balles dans le corps, dont une dans la tête. Et Blomqvist arrive juste à temps pour la sauver. Le tome 2 se termine sur les mots foutu Super Blomqvist. Parce que voilà, c'est quelque chose qu'elle lui avait déjà... Elle l'appelle souvent Super Blomqvist. Et là, comme elle lui avait demandé de pas la chercher, mais qu'il arrive quand même à temps, elle est quand même bien contente qu'il soit là. Le 3e tome, bien que ce soit le plus gros, c'est quand même le plus simple à résumer, puisque Lisbeth est conduite à l'hôpital afin d'être soignée de ses blessures graves avant d'être emprisonnée en attente de son procès. Peu à peu, grâce à l'enquête de Blomqvist, les agissements de la SAPO et de Zala, donc la SAPO c'est comme un service secret, c'est une cellule secrète du gouvernement qui avait été créée pour les agissements que le gouvernement ne pourrait pas assumer officiellement, donc c'était quelque chose de très secret. Donc grâce à Michael, les agissements de la SAPO et de Zala sont peu à peu mis à jour et la police finit par croire la version de Lisbeth, en tout cas plutôt la version de Michael, puisque Lisbeth refuse de parler à la police.
puisque la police ne l'a jamais cru quand elle était enfant, c'est pas maintenant que ça va commencer, surtout que le procureur est lui aussi mêlé à la Sapo, donc il est vraiment pas du tout du côté de Lisbeth. Anita, la sœur de Michael, accepte d'être son avocate et est mise au courant de toute l'affaire, de tout ce qui s'est passé avant, de sa mise sous tutelle, de ce qui s'est passé avec Burman, puisque quand Michael s'installe dans le nouvel appartement de Lisbeth, il découvre le dossier Burman avec le DVD des viols et donc voilà, il met sa sœur au courant de tout, il lui donne le DVD pour qu'elle sache ce qui s'est passé et pourquoi Lisbeth aurait pu vouloir tuer Burman, même si là encore, personne ne pense que c'est elle qui l'a tué. Donc en parallèle de la vie de Lisbeth à l'hôpital, Millennium prépare un numéro spécial sur la vie de Lisbeth et comment les différentes institutions ont étouffé les dossiers pour garder une enfant de 13 ans en hôpital psychiatrique puis sous tutelle. Lisbeth va écrire un long témoignage qui sera publié dans le journal. Elle bénéficiera de l'aide du médecin chargé de son dossier qui fera le lien entre Michael et elle, en lui donnant son mini-ordinateur pour qu'elle puisse écrire, en refusant toutes les visites du procureur, du directeur de l'hôpital psychiatrique qui veut venir expertiser Lisbeth. Il fera tout pour retarder sa sortie en disant à la police non, on peut pas la transférer en prison maintenant, elle est encore en trop mauvais état, elle a encore beaucoup de rééducation à faire. Voilà, donc il fera vraiment tout pour la protéger. Ça c'est quelque chose qui n'apparaît pas du tout dans le film, mais Erika Berger, est nommée rédactrice-chef d'un journal très populaire, donc d'un quotidien très populaire, donc elle quitte Millennium, mais son arrivée ne sera pas du tout reposante puisqu'elle va être victime de harcèlement et le coupable ira même jusqu'à s'introduire chez elle. Donc c'est une partie qui est mise dans le film un petit peu différemment au prétexte des menaces que recevront les membres de Millennium quand le sujet du prochain numéro se fait connaître. Mais toute cette partie d'Erika dans le nouveau journal est totalement zappée. Donc Lisbeth arrive au procès. Avec Anita, elles vont démonter point par point les chefs d'accusation portés contre elle, et à l'issue du procès, Lisbeth ressort libre et sans tutelle. Et la Sapo est démantelée. Enfin, ce qui reste de la Sapo est démantelé pour les membres qui ne se sont pas entretués, afin d'être sûr que personne ne parle. Du coup, son père est mort. Son père a été tué dans sa chambre d'hôpital justement par les membres de la Sapo qui trouvaient que ça devenait un élément un peu trop gênant. C'est pareil, c'est également eux qui ont fait tuer Burman parce qu'il était trop stupide et qu'il aurait fini soit par faire une boulette, soit par parler. Donc vu que son père est mort, elle hérite d'une petite somme d'argent qu'elle refuse dans un premier temps, mais qu'ensuite elle fait, par le biais d'Anita, elle fait distribuer à des associations de protection des femmes. Elle hérite aussi d'une petite maison où elle va retrouver son frère, où les retrouvailles avec son frère vont être assez musclées. Mais après avoir littéralement cloué sur place, elle appelle la police et s'enfuit à nouveau. Donc voilà, Niederman va être arrêtée et normalement elle pourra être en sécurité. Le livre se termine un petit peu mieux que dans le film pour moi, parce que du coup il y a une timide réconciliation avec Michael Blomqvist, parce que même s'ils se sont beaucoup côtoyés, entre guillemets, dans ce 3e tome, la situation est encore assez froide entre eux, puisqu'elle continue de lui en vouloir, mais sans vouloir lui expliquer pourquoi, et Michael comprend pas non plus ce qu'il a pu faire. Mais dans le film, il y a quand même une petite réconciliation à la fin qui est pas du tout mise en image dans le film. Donc pour moi, ce sont de très très bonnes adaptations qui sont très fidèles dans la densité, dans le rythme. Parce que voilà, c'est quand même des bouquins qui sont assez gros, assez denses à lire. Même si c'est vraiment très captivant et que ça se lit très vite. Ça aurait pu faire des films très lourds. Bon, ça fait des films de plus de 2 heures à chaque fois, mais quand même, on ne s'ennuie pas. On comprend tout ce qui se passe, tous les enjeux sont assez bien expliqués. Donc pour moi, c'est vraiment des très très bonnes adaptations. Mais les quelques modifications qu'on peut noter ne nuisent pas non plus à la compréhension de l'histoire et des différentes intrigues, je trouve. Il fallait évidemment faire des modifications, parce qu'on peut pas tout noter, on peut pas tout adapter, mais je trouve que dans l'ensemble, on garde l'essentiel. Même si dans le tome 1, je trouve que les ressentis des personnages sont beaucoup plus explicités dans le livre, et ils sont pas non plus... Enfin, du coup, ils sont moins explicités dans le film, et en plus, ils sont pas tout à fait identiques. Dans le film, Lisbeth se montre beaucoup plus méfiante de Michael, alors que dans le livre, on comprend tout de suite presque qu'elle tombe sous son charme, ou qu'en tout cas, elle lui fait confiance sans qu'elle sache pourquoi. Voilà, ces barrières mentales de protection ne résistent pas du tout, et elle a tout de suite envie de lui faire confiance. Alors, même si ça apparaît quand même un tout petit peu dans le film, puisque la première fois qu'ils se rencontrent, c'est chez Lisbeth, voilà, il vient toquer chez elle, au beau matin, et c'est la première fois qu'on verra l'appartement de Lisbeth de jour. Là où jusque-là, dans le film, on l'avait vu que de nuit, très peu éclairé, très sombre.
Là, on voit enfin la lumière dans son appartement, et donc peut-être que si le fait qu'elle lui fasse confiance n'est pas explicité, peut-être que là on se dit c'est juste une lumière qui arrive dans sa vie, peut-être que c'est moi qui vais trop loin, je ne sais pas. Donc pareil, les relations de Michael Blomkvist sont quelque peu modifiées, puisque dans le film on voit qu'il a une relation avec Erika, comme dans le livre, mais sa relation avec Cecilia, donc qui est une des filles Wenger chez qui il fait l'enquête du premier tome, n'apparaît pas du tout ici. Enfin, il refuse ses avances, alors que dans le livre ils vont se voir régulièrement, et Erika va même les surprendre un matin en disant pardon, effectivement j'aurais dû t'appeler pour te dire que je venais amener les croissants. Écoute, je te laisse terminer ta nuit avec madame, et puis on se parlera plus tard. On s'attardera aussi beaucoup moins sur les liens qu'il tisse avec Lisbeth, son attachement à Michael. En fait, dans le film, on comprend pas vraiment pourquoi elle lui fait autant la tête, pourquoi elle est autant triste, parce que, oui, on la voit qui surprend Michael et Erika, mais ça coupe presque tout de suite et on comprend pas que ça la rend très malheureuse, alors que c'est assez longuement expliqué dans le livre, où justement elle s'en veut de réagir comme ça, puisqu'elle n'a jamais réagi comme ça, elle a jamais ressenti ça pour quelqu'un, et elle sait pas exactement pourquoi ni comment elle ressent ça. Donc globalement, les affaires familiales sont assez peu exploitées dans le film, car même la mère de Lisbeth n'est mentionnée qu'à la fin, alors que Lisbeth va voir sa mère plusieurs fois dans le livre. Et quelque chose, moi, qui me manque dans les adaptations des 3 tomes, c'est vraiment la vie du journal. J'aurais aimé qu'on voit les salles de rédaction, les discussions de rédaction. Comme elles sont dans le livre, elles sont vraiment très détaillées, très fournies. Là, on n'en voit que quelques-unes par-ci, par-là. Mais peut-être que dans le film, ça aurait alourdi le film, et ils auraient choisi de faire ça sous la forme de clip show, ça aurait été dommage. Donc bon, on va se contenter de ce qu'on nous donne, c'est déjà bien. Pareil dans le tome 2, quelques petites différences, mais rien de bien méchant. La manière dont Michael découvre l'appartement de Lisbeth est différente. Puisque dans le livre, Lisbeth se fait agresser presque sous ses yeux, et donc il récupère son sac, et il n'a pas le temps de lui rendre avant la suite des événements, mais du coup, dans ce sac, il y a les clés, donc il finit par retrouver les clés pour aller chez elle. Alors que dans le film, c'est quand elle vient voir Mimi à l'hôpital, une fois qu'elle a été libérée du géant blond. Mimi est très amochée, donc elle est à l'hôpital, et Lisbeth vient la voir en s'infiltrant dans l'hôpital de nuit, et elle laisse volontairement ses clés, même si elle fait passer ça pour un accident, parce qu'elle se doute que Blomkvist va aller voir Mimi, et du coup Mimi va lui dire elle a oublié ça sur mon lit. Et donc lui donner les clés, et c'est comme ça que Blomkvist va pouvoir trouver sa nouvelle adresse. Le tome 3, c'est presque celui qui est le plus similaire, même si c'était pas possible de revenir avec autant de précision sur toutes les intrigues et les éléments d'enquête, puisque pour le coup c'est un vrai film d'enquête. On peut pas juste montrer des gens qui travaillent à leur bureau et qui font des recherches sur internet, ça aurait été assez peu intéressant, mais c'est un film qui reste quand même bien rythmé, même si une fois de plus, tout ce qui se passe au journal, même toutes les menaces que vont recevoir les membres de Millennium sont un peu mises au placard. Je trouve que c'est encore pour moi une très très bonne adaptation. Les acteurs sont très bons et collent bien à l'image que je m'étais faite des personnages en lisant les livres la première fois, puisque j'ai lu Millennium juste avant de les voir. Et je trouve même dommage qu'on les voit, que ce soit des acteurs qu'on voit pas plus souvent dans du cinéma international. Bon, à part Noomi Rapace, mais c'est vrai que les autres, c'est des acteurs suédois qu'on voit peu en dehors du cinéma suédois, et je trouve ça assez dommage. Mais donc pour moi ce sont de très très bonnes adaptations, et je ne sais pas s'ils ont prévu d'adapter les suites, donc les tomes 4, 5, 6 et 7, 8, 9 qui sont en préparation, mais je pense que ça pourra, quoi qu'il arrive, pas être aussi bien que ces adaptations-là. Quelques petites anecdotes en vrac. Le plus gros de l'intrigue du tome 1, donc toute l'enquête dans le domaine des Wenger, se passe dans la ville de Edelstadt, qui en fait est une ville fictive sur une île fictive. Donc n'essayez pas de réserver vos vacances là-bas, c'est un endroit qui n'existe pas. Donc c'est une trilogie qui est sortie juste après la mort de Stieg Larsson, qui est mort à 50 ans d'une crise cardiaque, et donc il n'a pas du tout vu tout le succès qu'a eu son œuvre. Et moi je trouve ça toujours un petit peu triste, parce que... Mais peut-être que aussi ça n'aurait pas eu tout ce succès si l'auteur était resté en vie. À la base il avait prévu d'écrire 10 romans. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu des suites après, malgré la vie de sa famille. Parce que du coup les éditeurs se sont dit il avait dit qu'il en ferait 10, donc même s'il n'est plus là, on peut piétiner son cadavre et écrire une suite qui ne correspond pas à ce que lui avait voulu. Mais la sortie de Millennium, c'est aussi quelque chose qui a bousculé un petit peu le monde de l'édition, notamment en France, j'ai l'impression, parce que c'est ce qui a amené vraiment toute cette vague de polars venus du Nord, donc de Suède, d'Islande, de Norvège.
à tel point qu'en fait, en général, ces livres-là sortent dans la collection Actes Noirs, donc qui est une sous-collection polar d'Actes Sud, et c'est une collection qui a été créée pour la sortie de Millennium, donc à l'initiative de Marc de Gouvernin qui gérait Actes Sud à ce moment-là. Donc voilà. Tout ce qui est Camilla Lackberg, tout ça, c'est publié chez Actes Noirs grâce, quelque part, à Millennium. Et donc pour résumer, je dirais que si vous ne les avez jamais lus ou vus, c'est vraiment une trilogie que je vous recommande chaudement. Encore une fois, je ne vais pas me prononcer sur les suites parce que, comme j'ai dit, je n'ai aucune envie de les lire. Le tome 1, si vous n'avez pas envie de lire les 3 parce que vous pensez que ça vous fait trop, vous pouvez juste lire le tome 1, il peut se suffire à lui-même. Moi je trouve ça dommage de ne pas poursuivre, mais je peux comprendre. Donc le tome 1 se suffit à lui-même. Là où vous pouvez pas lire juste le tome 2 tout seul. Si vous lisez le tome 2, il faut lire le tome 3, je pense. Et évidemment, on peut pas juste lire le tome 3 comme ça, vous allez être trop perdu si vous n'avez pas les informations des 2 premiers tomes. Pareil pour le film, hein, si vous n'accrochez pas, vous n'êtes pas obligé de voir les 3. Le premier peut se suffire à lui-même. Et l'adaptation par David Fincher n'est pas si mal. Si je suis honnête, même si elle ne me plaît pas, elle n'est pas si mal. C'était mon retour sur la saga Millennium, merci de m'avoir écouté. Je ne poste pas beaucoup de news, mais si vous voulez nous suivre, le lien du compte Instagram est dans la description. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur les applications d'écoute qui le permettent. Je remercie le tipeur du mois, MTShell, merci beaucoup. Si vous voulez le rejoindre et nous soutenir financièrement, le lien est aussi en description. A bientôt pour un prochain épisode, et n'oubliez pas, lisez des films, regardez des livres, ou le contraire, c'est encore mieux.